Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va aborder plusieurs thèmes. Fou, c'est dur le matin. Mais avant je voulais vous montrer ça. Voilà, je suis toujours stupéfait par ça. C'est une variété de haricots qui nous a été conseillée par Isabelle des graines bokeh. Voilà, des graines bokeh. Adapté pour les cultures en balcon, en pot. Maintenant je comprends pourquoi. Parce que c'est pas la peine d'en mettre beaucoup pour en avoir une bonne poignée. Regardez-moi ça. Hein. Tout ce qu'il y a là-dessus, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça en fait. C'est une très bonne variété. Et je crois qu'elle a été primée, cette variété-là, l'année dernière. Et je ne sais plus où, mais je crois qu'elle a été primée. Enfin, il voit l'historique de la variété. Variété mascotte. Haricot mascotte de chez Bokeh. Chez Bokeh, donc pour les balcons c'est bien, parce que vous trouvez un petit ruissonnement, hein, des sachets de 50 grammes. Quand vous avez un balcon avec 50 grammes, vous faites 2 ans. C'est pas mal. On va changer de sujet. On va dans la serre. Voilà, ok. la Voilà, juste pour vous dire, quand j'éteins l'appareil, quand on fait une petite coupure entre deux passages, c'est un petit peu long parce que ma rééducation se passe super bien. Et je suis un peu longue quoi, hein, parce qu'il y a des mouvements que je ne peux pas encore faire comme je veux. Voilà. Ah, d'accord. Ah, c'est quoi? C'est des pucerons tout ça? Il y a eu des pucerons, mais c'est les auxiliaires qui sont là. Ils travaillent pour nous. Là. Ah, je la voyais pas. C'est une araignée. Attends, bouge pas. Ouais, ça y est. Elle se cache, hein. Ouais, se barre. Voilà, une auxiliaire. Donc ça, faut les laisser. Il faut jamais tuer les araignées qui sont dans la serre. D'ailleurs, on en a un peu partout. Bon, c'est agréable au matin quand on arrive. Ouais, parce que là, il faut faire. On fait des masques. Il paraît que c'est bon pour faire des masques avec des. Les fils des toiles d'araignée, ouais, d'accord. Ah, peut-être. Quoi? Ah ouais, voilà, ça c'est. Ah, à début de cul noir, tu crois? Voilà, ça c'est la nécrose apicale. Ah. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pourtant, j'arrose régulièrement. Bah oui. À quantité égale. C'est-à-dire à ce moment, c'est 2 fois par semaine. Vous savez, il commence à faire très chaud. Oui. Donc 2 fois par semaine, un arrosoir, 3 plants. Donc c'est régulier et à quantité pratiquement égale. Donc là, j'ai peut-être un petit manque de calcium. Ah oui, ah bah là, celle qui est en dessous peut-être aussi, Jaco, regarde celle-là. On dirait, non? Un petit début, ouais. Un petit début. C'est pas méchant, hein. Alors? C'est pas pour autant que le pied est malade. Non, bah non, hein. D'abord, c'est pas une maladie, c'est une carence. Donc ce que je vais faire, je mettrai 1 litre de lait au prochain arrosage. 1 litre de lait dans un arrosoir. Et j'aiderai à arroser surtout ces variétés. Ouais, on l'avait déjà... Les variétés longues comme ça, les cornues, c'est les plus sensibles. Et certaines cordiformes. D'accord. Donc voilà, c'est rien de méchant, 1 litre de lait, 10 litres d'eau. Oui. Et puis on arrose avec ça. Parce que selon les arrosoirs, c'est pas forcément 10 litres. Hein, l'arrosoir classique. L'arrosoir c'est 11 litres. Ah, c'est 11 litres un Donc arrosoir. on met 1 litre de lait. D'accord. On complète l'arrosoir, ça fait 10 litres d'eau. Ça fait 10 litres d'eau. Ça fait 10%. Et puis voilà. Ok.
D'accord. Oui, je pensais que j'avais les tomates tombées, mais voilà. Donc on m'a dit aussi, j'étais compact, je restais le milieu. Ça devient rébarbatif, ça, le mildiou. Je commence même à en avoir marre d'entendre ça. Le mildiou, de toute façon, s'il doit arriver, il arrivera. Hein, c'est un champignon, il est dans le sol, mais c'est volatile. Ça se trouve, le voisin va l'avoir avant moi, hein, ça va, puis les spots vont voler. Ça va venir à terrain ici, puis ben, j'aurai le mildiou. Voilà. Que ça soit ventilé ou pas ventilé, ou espacé, ou un peu plus serré, j'aurai le mildiou. Donc, je ne traite pas. En serre, je ne fais même pas de préventif, parce que je me dis que si c'est bien aéré, et que la bâche est toujours sèche, et qu'il n'y a pas d'humidité du tout, il n'y a pas lieu de traiter. Hein. On ne va pas mettre des traitements ou des traitements préventifs. Alors qu'il n'y a pas besoin. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Après, ça c'est mon avis. Après, ceux qui traitent, ils traitent. Si vous voulez traiter, vous traitez. Tout à fait. C'est comme vous voulez. Mais il faut arrêter de faire peur aux gens avec ça. Attends, ça ne parle que de ça en fait. Je vais montrer. Parce que là on voit que la bâche est un peu mouillée, mais c'est en extérieur. On a un peu de brume le matin. Une bonne rosée. Une bonne rosée, ouais. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse sur le mildiou. Quand c'est en extérieur, ma foi, un petit traitement préventif. Et encore. Ouais. Si vraiment vous êtes dans les régions où il fait très chaud, si vous passez les 25 degrés, c'est même pas la peine de traiter. Le mildiou ne résiste pas au-dessus de 25 degrés. Et puis s'il ne pleut pas, la rosée du matin est vite sèche par le soleil et puis on n'en parle plus. Donc il n'y a pas lieu d'avoir du mildiou. Ça surveiller. Voilà, c'est quand vous commencez à avoir une apparition, une feuille qui commence à se tacher, vous l'enlevez et là vous traitez. Sinon, voilà, j'ai horreur des traitements. J'ai horreur des traitements, horreur de ça. Pourtant, je travaille dans le milieu professionnel. Hein, les traitements, on y est amené régulièrement. Maintenant, c'est du bio, puis là, maintenant, c'est des insectes. Mais j'ai horreur de ça. Quand je dois dire à parce que j'ai un gars qui est responsable des traitements. Hein, donc, dès que je vois qu'il y a une attaque de quelque chose, je lui donne l'ordre de traiter. Mais quand je lui dis qu'il faut traiter, c'est toute une histoire. Mais il faut le faire, sinon on perd la culture. Pareil, dans les collectivités, tout le monde ne peut pas faire les traitements phytosanitaires. Il faut un certificat. Un certificat comme quoi... Ah oui, tout le monde ne peut pas traiter, il faut avoir son certificat, sinon c'est interdit. Et maintenant les produits, c'est aussi du bio. Hein, nous on traite avec du bio. À l'extérieur, et à l'intérieur, maintenant on traite avec du vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, on a des insectes régulièrement, enfin des larves, et puis on met ça en place, et puis ça fait le travail tout seul. C'est beaucoup mieux, surtout pour les voies respiratoires. C'est clair. Voilà, c'était pour ça. Mes carottes, ils sont envahis. Ouais. Et j'ai pas eu le temps de les nettoyer, donc maintenant, pour les avoir. Et puis moi, je n'ai pas pu faire du tout. Donc, non. Donc on va les retirer, Jaco, on va regarder ce qu'on a, s'il y en a un petit peu. J'en ai un petit peu, mais c'est vraiment... Ouais, ça va vraiment pas être... je vais mettre de la carotte pour l'hiver. J'ai enlevé celle qui est là, ça c'est de la touffon qui avait en début de saison. Celle-ci elle est belle. Hein. Oh là oui, on va peut-être pouvoir revoir pour la stérilisation. Celle-ci, je vais la stériliser. Elle est très très belle, puis on va manger un râpé, c'est bon aussi. Hein. Carotte râpée. Et puis je vais semer de la carotte de Tilk pour l'hiver. La carotte de Tilk. Ah tiens, je vais vous en parler. Tiens. Donc la carotte de Tilk, c'est une carotte originaire du Pas-de-Calais, de Tilk. Hein. Tilk, c'est situé entre Éperlec et Saint-Omer. Hein, c'est un petit village du Pas-de-Calais. Un beau village. Oui, déjà un beau village. Voilà. Et la carotte de Tilk a été fort cultivée dans les Hauts-de-France. Non, pas dans les Hauts-de-France, dans le Nord Pas-de-Calais. Elle a été très cultivée dans les années 50-60. Elle a commencé à disparaître dans les années 70. Pourquoi, on ne sait pas. Peut-être parce que trop grosse, les gens n'aimaient pas. Faire des petites carottes à éplucher, c'est mieux. Genre la nantaise, tout ça, c'est plus facile à éplucher. Elle a failli être platgée aussi dans les pays pour faire de la culture en sable. Mais ça a été vite arrêté parce qu'il y a eu des poursuites de fait, normal. Et puis en 2007, elle a été classée légumes anciens, donc elle a fait partie d'un catalogue des légumes anciens, elle est classée là-dedans. Et
Les graines bokeh, ils l'ont remis au goût du jour avec l'aide bien sûr des producteurs. Ils l'ont remis au goût du jour et c'est reparti pour la culture, pour les jardiniers amateurs et les petits maraîchers. Voilà l'histoire de la carotte de Tilk. Donc c'est une grosse carotte pour l'hiver à semer jusqu'à grand maximum, grand maximum, 20 juillet, pas plus tard. Parce qu'après vous aurez un mauvais résultat. Bien sûr, vous ne semez pas trop de rues. Et si vous semez trop de rues, on ne sait jamais, en éternuant, hein, c'est ce qui m'est arrivé, on éternue. Et bien vous dédoublez, par contre là vous laissez une carotte tous les 10 cm. Hein, il faut au moins ça parce que ça fait de la carotte assez grosse. Et c'est une carotte qui est bonne, quand elle est petite, elle est bonne à râper. Et quand elle devient vraiment très grosse, là c'est vraiment pour la soupe, le bouillon, tout ça. Voilà, pour cuisiner. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi carotte d'hiver en fait. C'est une carotte d'hiver. Et ce qu'elle a aussi comme particularité, c'est qu'elle est très résistante au froid. Attention, quand on dit au froid, c'est pas en moins 10. Voilà. Nous, on est quand même dans le Pas-de-Calais. Nous, on arrive à la laisser en pleine terre, bien paillée pour l'hiver, et on récolte jusqu'à avril. Si vous avez un grand jardin, vous en mettez beaucoup. Au mois d'avril, vous avez encore de la carotte en pleine terre. Ou alors après, on peut les jauger. Oui, mais enfin, si on peut les laisser en pleine terre, c'est mieux. Comme ça continue à pousser. Et c'est là qu'au mois d'avril, vous cherchez des carottes monstrueuses. C'est vrai. Voilà, pour la carotte de Tilk. Ce que... Pardon. C'est rien, ouais, vas-y. C'est pas Voilà grave. ce que je vais faire parce que j'ai mon persil qui a cramé parce qu'il a fait très chaud. Il a cramé, il est devenu tout mauve, violet, rose, jaune, un bel arc-en-ciel. Donc je vais ressemer du persil. Alors moi je vais faire un plaque à violet, mais on peut aussi le faire ou à pleine terre. Vous mettez un voile dessus pour le maintenir humide, hein, toujours humide. Donc c'est lève, comme ça c'est relevé. Moi je préfère le faire en plaque à violet. Ou vous pouvez le faire aussi en godet. Hein, vous prenez des godets de 7 comme ça. Voilà, un godet de 7. Vous semez bien au milieu. Hein, bien au milieu, vous faites sur 2 cm, comme une pièce de 2 €. Vous semez. Comme ça vous fait une motte. Et après vous allez la piquer. Une petite motte comme ça. Ça sera en godet, mais vous aurez l'espace d'une motte, qu'après vous pourrez mettre ça, un pot comme ça tous les 5 cm. Hein. Voilà, 5 cm. C'est bien de faire comme ça voilà, aussi, ouais. Pour ça vous avez une motte tous les 5 cm. Ça vous fait un pot persil aussi. Voilà, moi le persil que je vais semer là, là le plateau il va aller en châssis ouvert. Hein. Il est sur le châssis ouvert. Pourquoi châssis ouvert? Ce qu'il y a de bien, c'est que s'il vient pleuvoir des gros orages, on peut le refermer. On ferme et ça n'abîme pas les semis. Tranquille. En serre, vous pouvez aussi, mais dès que ça commence à pointer, il faut le sortir. Le persil, il faut compter entre 15 et 25 jours. C'est long à lever, hein. Voilà. Mais là, il fait chaud, il fait bon. Ça peut lever en 15 jours. Hein. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Ah oui, c'est comme tout. Hein. Comme les carottes. Les carottes, il faut compter entre 15 et 3 semaines aussi, mais quand il fait chaud comme ça, au bout d'une semaine, ça peut être... Ouais, la terre est chaude et tout, donc... Voilà. Je vais ressemer de la courgette pour renouveler les miens qui commencent à... J'arrive pas à fatiguer, mais on voit que la production commence à baisser. Ouais. Mais enfin, on en a tellement ramassé que... Ça a produit tôt cette année, très tôt. Il a fait chaud et beau. Hein. Donc voilà, on va penser à les renouveler. Bon là, c'est pareil, là on est vraiment à la limite pour semer des courgettes. Des courgettes. Alors, ou vous semez directement en pleine terre, vous faites des poquets de 2-3 graines, puis vous laisserez le plus beau, hein, ou vous faites des godets. Moi, je fais en godet parce que la place n'est pas encore libre. Il faut que j'enlève des choses, comme d'habitude. Voilà, donc le haricot, ce que je vous ai montré en début de vidéo, c'était le mascotte. Haricot mascotte. Et un petit sachet, donc j'ai tout mis cette année. Hein, donc là, c'est... Puis comme il me reste du satellite, je vais mettre le satellite, parce que le satellite, il est pas mal aussi. Il produit moins que le mascotte, mais c'est un très bon haricot aussi. Donc là, on va le mettre en préparation en godet pour pouvoir remplacer nos betteraves rouges qu'on va ramasser et qu'on va stériliser. Voilà, la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça va être selon le temps qu'on a. Je vais remplacer mes haricots, mes betteraves rouges par les haricots. Voilà, donc je vais les faire en godet de 7, je mettrai 4-5 graines. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. On est bon, je crois. Ouais, ça, je l'ai fait en godet, donc ça, pareil, je mets toujours 2 graines en godet de 9. Hein, pour augmenter les chances de lever, parce que c'est pas du 100%. À savoir que les graines ne sont jamais garanties à 100%. C'est souvent garanti à 75%. 75% et certaines variétés de fleurs peuvent être garanties à 50%. Il n'y a pas que les fleurs, il y a aussi le panais. Le panais, les graines ne se conservent pas très longtemps. On dit souvent, pour avoir un bon taux de
de germination, il faut des graines qui ont au minimum 1 an. Enfin, maximum 1 an. Maximum. Voilà. Au-dessus, il faut semer de rue, parce qu'il y a beaucoup de graines qui meurent. Bon, on va pas partir là-dessus, sinon ça va faire un journal de 3 jours. Oui. On n'a pas le temps, hein, voilà la plage. Ah bon? Voilà, donc là, il est temps de enfin, il y a encore temps de semer le haricot, ça jusqu'à fin juillet pour les Hauts-de-France et mi-août pour le bas de la France. Les courgettes, là, c'est les derniers moments, il faut y aller tout de suite. Le persil, ça, on peut le semer jusqu'à fin septembre, il n'y a aucun souci. Et puis ben, la carotte d'hiver, colmar, plein d'autres, hein, j'ai plus les noms en tête. Tellement. Hein. Celle que je vous parle principalement, c'est la carotte de Tchilk. Et si je ne me trompe pas, allez voir sur Bokeh, je crois qu'il y a une petite promo. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont. Ok. Les petites économies feront parfois les grandes fortunes. Exactement. Voilà, carotte de Tchilk, jusqu'à 15 à 20 juillet, pas plus. On est bon, Jaco? Et voilà, et une carotte de 10 cm, donc ça sera dédoublé. Parce que c'est de la grosse carotte et de la très belle carotte. Et en plus, en semant à cette époque, je sais, en semant à cette époque-ci, on commence à éviter la mouche de la carotte, voilà, qui agit jusqu'à juin. Quand on arrive sur juillet, on n'est plus trop embêté avec la mouche de la carotte. Ah, ça c'est bon à savoir. Et encore un truc en passant. Voilà, allez, On je vous laisse. dit à très bientôt. À la prochaine vidéo. Bon jardinage à tous. Au revoir.